Bonjour et heureuse de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour ce nouveau chapitre de Tous Frères. 2023, une année importante pour nos territoires ultramarins. Elle marque les 175 ans de l'abolition de l'esclavage. En 1848, dans les colonies du bassin antillais et de l'océan Indien, l'esclavage est aboli. C'est donc la fin de la traite négrière et le début de la transmission de cette période sombre de l'histoire, d'où la nécessité de se souvenir d'un passé encore minimisé. Le pape François estime que pour empêcher l'escalade du mal, il est important de se souvenir des atrocités du passé. Sur ce chemin vers le passé, nous vous emmenons sur les traces des esclaves grâce à un lieu unique en son genre, le Mémorial Act en Guadeloupe, une structure permettant de se recueillir et de s'informer et aussi d'apprendre, une sorte de phare pour ne pas oublier ce pan important de notre histoire. Se souvenir de cette période passe aussi par la danse dans nos territoires, comme le moringue à La Réunion, un héritage des esclaves venus d'Afrique et de Madagascar. David Testan est professeur de moringue. Avec sa fille, il nous initie à cet art. Dans la chronique cette semaine, nous verrons comment la musique a aussi été un moyen de transmission de cette mémoire, grâce notamment au Negro Spiritual, un héritage venu des États-Unis, des chants symboliques de l'histoire d'un peuple opprimé. Souvenons-nous ensemble d'une femme déterminée à lutter pour la liberté, sa liberté. Son prénom, Solitude. Esclave, elle est devenue l'héroïne de la résistance guadeloupéenne, une histoire poignante racontée par Luciano. Se souvenir, comme dans la vie de Solitude. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de cette femme qui a marqué l'histoire. C'est un jour de l'année 1772 que naît en Guadeloupe une petite fille prénommée Rosalie. Elle est métissée, ou plutôt mulâtresse, comme on disait à l'époque. Fruit du viol de sa mère, une esclave africaine, par un marin blanc durant la traversée menant le bateau négrier vers les Antilles. Elle est très vite séparée de sa mère pour devenir l'esclave d'une maison de maître. Nuit et jour, jusqu'à ses 22 ans, elle sera au service. Et une chose est sûre, de cette période de sa vie, elle gardera un souvenir amer. Rosalie entend un beau jour de l'année 1794 l'annonce de l'abolition de l'esclavage. Elle est enfin libre. Elle rejoint une communauté d'anciens esclaves dans le sud de Basse-Terre. Pendant ce temps, des émeutes agitent la Guadeloupe. Les rumeurs du rétablissement de l'esclavage circulent de plus en plus. Meurtrie par les souvenirs de son enfance, Rosalie s'enrôle dans la troupe du colonel martiniquais Louis Delgrès. C'est à ce moment-là qu'elle change de nom et se fait appeler Solitude. En 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Le 4 mai, une armée de 4000 hommes débarque à Pointe-à-Pitre. Bien qu'enceinte de quelques mois, Solitude participe à tous les combats de la résistance. Fin mai 1802, les insurgés sont encerclés dans une habitation dans le sud de Basse-Terre. Le colonel Delgrès piège le bâtiment de barils de poudre. Lorsque l'armée impériale y pénètre, une grande explosion retentit. Solitude survit miraculeusement. Elle est emprisonnée, puis est pendue sur la place publique le lendemain de son accouchement. C'était le 29 novembre 1802. Ainsi, se souvenir de Solitude, c'est se souvenir de toutes les femmes des Caraïbes qui se sont battues pour la liberté. Des monuments, des rues et des lieux lui rendent hommage pour que son message résonne encore aujourd'hui. Et nous allons continuer à nous souvenir de cette période de l'histoire avec vous, Aurélie. Bonjour. Bonjour Muriel. Aujourd'hui, nous nous arrêtons sur une île, l'île de la Guadeloupe. Pourquoi ? Eh bien, pour découvrir ou redécouvrir une structure unique dans la Caraïbe, le Mémorial Act ou le MACT,
un lieu de mémoire. Exactement, donc c'est le Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite de l'esclavage. On le voit, il a été inauguré en 2015. C'est un bâtiment de 240 mètres de long avec 7800 mètres carrés de surface. Il a été construit au bord de la mer comme un phare. C'est la première chose qu'on voit quand on entre dans la baie de Pointe-à-Pitre. C'est un lieu de mémoire qui s'intéresse au passé, mais aussi qui est pleinement ancré dans le présent. Exactement, parce que le Memorial Act, c'est aussi un musée et un centre d'art vivant. Et nous avons également rencontré un des artistes résidents du Memorial Act, c'est B-Bird, regardez. Il est guadeloupéen, il a grandi à la Dominique et il exprime son art également dans la rue. Alors, comment investir la mémoire de l'esclavage? À quoi nous servent ces lieux dédiés à la mémoire? Reportage de Livan Seprika. Le silence, face au poids des chiffres. 35 800 000, c'est le nombre d'esclaves recensés dans le monde. Audio guide sous les oreilles, les visiteurs découvrent l'exposition permanente du Memorial Act. Le temps de la visite, ils ne quittent pas des yeux les œuvres qui ornent les murs de ce temple de la mémoire de l'esclavage. Comme eux, Anne-Lise déambule dans les différentes salles du site. La visite de ce musée, ça permet à chaque personne qui habite en Guadeloupe, qui sont nés en Guadeloupe, de comprendre d'où la personne vient. Parce que même moi qui ai de couleur, c'est important de savoir d'où est-ce que l'on vient et les racines et comment on a été amené à devenir citoyen français. L'esclavage a été aboli en Guadeloupe en 1848, qu'on soit touriste ou local. La plongée plus de 175 ans en arrière est empreinte de gravité. Chaînes et cales de bateaux rappellent la réalité du commerce triangulaire et ne laissent pas indifférent. Très important pour les Guadeloupéens et tous les Noirs en général de savoir ce qui s'est passé, la traite négrière, comment on a fait de l'argent sur leur dos jusqu'à maintenant. Et pour avancer, c'est très important. J'ai vu que ça parlait en tout cas de toute la partie esclavagisme et de le monde entier depuis le début, depuis dès que ça a commencé. Et ça ne retrace pas que l'histoire au niveau de la Guadeloupe, mais vraiment sur toute la partie Caraïbes, Antilles et même à l'échelle du monde entier. Clara Palmiste est enseignante chercheuse en histoire. Elle restitue régulièrement ses travaux sur la femme, l'histoire ou encore l'esclavage. Le Memorial Act est pour elle une mine de ressources. C'est un des lieux de transmission de ces connaissances. Pour les jeunes, c'est important qu'ils connaissent cette histoire-là, surtout parce que depuis 2001, la loi Taubira, qui justement, c'est une loi qui reconnaît l'esclavage et les traite comme un crime contre l'humanité, prévoit un enseignement de cette histoire. Une histoire qu'il faut préserver et transmettre. Une des missions du Memorial Act, qui a été construit sur le site de l'usine d'Arboussier, une des plus grandes usines sucrières des Petites Antilles, qui concentrait en son sein beaucoup de luttes sociales ou encore raciales. L'usine d'Arboussier a une histoire ancrée dans Pointe-à-Pitre, mais également dans la Guadeloupe, et qui rappelle les luttes des ouvriers, qui rappelle aussi toutes ces transformations qui ont lieu à Pointe-à-Pitre tout au long du 19e et également le 20e siècle. Donc symboliquement, c'est important que le MACT soit à Pointe-à-Pitre. En plus, de par sa position géographique, ça permet à davantage de visiteurs de pouvoir avoir accès à ce lieu. Inauguré en 2015 après 2 ans de travaux, la structure prend la forme de racines d'argent enveloppant une boîte noire. Le Memorial Act accueille chaque année environ 60 000 visiteurs. Fabienne, guadeloupéenne, visite pour la première fois le Memorial Act. Elle est venue à la recherche d'informations sur l'histoire de sa famille. Sur cette borne interactive, des milliers de noms sont recensés. Elle espère retrouver le nom de sa grand-mère, descendante d'esclaves. C'est de la famille qui, eux, ils sont venus et ils l'ont retrouvé. Donc moi, j'aurais aimé faire la même démarche et voir effectivement ce qu'il y a dessus, ce qu'on peut retrouver sur l'origine. Satisfaite, Fabienne a trouvé les informations qu'elle souhaitait et pourra inscrire une nouvelle branche à l'arbre généalogique de la famille Césaire-Gédéon. Pour elle, tout comme Anne-Lise, d'autres interrogations émergent après la visite. Beaucoup d'émotions quand même. On peut se rendre compte derrière de toute la part de responsabilité qu'a la France sur toute cette partie-là de l'histoire de la Guadeloupe et même en fait sur toutes les colonies qu'elle a colonisées en fait dans les siècles précédents. Et du coup, ça nous amène à réfléchir en fait sur notre monde actuel, sur comment on peut améliorer les choses, etc. En quête de solutions, pour améliorer nos sociétés d'aujourd'hui, ici, on a choisi de ne pas se cantonner à la science. Au Memorial Act, les artistes sont aussi questionnés.
Cette année, le Memorial Act accueille en résidence l'artiste peintre guadeloupéen Ronald Cyril alias B-Bird. Avec son père guadeloupéen et sa mère dominicaise, il se définit comme un véritable Caribéen à travers ses toiles, ses couleurs et nombreux symboles. Il s'interroge et questionne le visiteur sur la nature de l'homme, la société ou encore la spiritualité. Pour lui, le souvenir de l'esclavage reste primordial. Il ne s'agit pas uniquement de l'histoire des Noirs ou l'histoire des hommes mis en esclavage, mais vraiment de l'histoire de l'humanité. Donc, il est important qu'on le comprenne tous, qu'on découvre toute cette histoire afin de ne pas reproduire ce genre de choses inhumaines. Dans ces toiles, pas de chaîne ni d'entrave, c'est en homme libre que ces personnages semblent voguer vers de nouveaux horizons. Il ne s'agit pas non plus d'être dans une intention de procès, de faire la guerre à quiconque. Et donc à partir de là, je ne suis pas dans une revendication, mais plutôt dans une affirmation de qui je suis, de ma culture, de mes origines. Ma préoccupation première n'est pas de peindre l'homme mis en esclavage. C'est vrai qu'on peut établir des liens, mais l'homme noir n'a pas toujours été un esclave. Esclave ou homme libre, Ronald Cyril puise dans le souvenir de ses ancêtres, l'énergie qu'il exprime dans son art. Unique édifice totalement dédié à la traite négrière dans les Outre-mer, le Memorial Act a choisi de mettre en lumière l'histoire de l'esclavage et de ceux et celles qui se sont battus pour leur liberté. Aujourd'hui, il est important de s'imprégner de l'histoire, de se l'approprier, mais surtout de s'en souvenir. Et continuons à nous souvenir de cette période du passé. Direction pour cela la Martinique à la rencontre de notre invité, le père Benjamin François Augrain. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre de la paroisse de Rivière-Salée. Alors, vous êtes également co-auteur d'un livre intitulé « Histoire de l'anti-esclavagisme catholique en Martinique ». Pourquoi avez-vous tenu à écrire ce livre ? Tout à fait. Bonjour à tous. Bien, notre évêque, Monseigneur David Macaire, à l'occasion des 170 ans de l'abolition de l'esclavage, nous a dit qu'il nous faut aussi parler de cette histoire, puisque c'est l'histoire des hommes et des femmes qui sont dans notre communauté chrétienne. C'est notre histoire à nous aussi, en tant que Martiniquais. Et l'important pour nous était de ne pas nier certains faits, mais rétablir certaines vérités. Et le but, ce n'était pas d'entrer en conflit, dans une querelle ni dans une polémique avec des historiens, mais montrer un autre aspect de la réalité de la vie, comment des hommes et des femmes aussi dans l'Église, des chrétiens, se sont soulevés contre l'esclavage. Mais alors, pourquoi est-il nécessaire de parler de cette époque et du rôle de l'Église sans tabou, en étant juste avec l'histoire ? C'est que l'esclavage a eu et a encore a des traces. Il y a des traces, il y a des séquelles, mais aussi pour dire également qu'avec le Christ, eh bien, nous avons pu dépasser, en tout cas faire un chemin de guérison. On a pu prendre un chemin de réparation, se construire. Et puis, il faut mettre en avant les visages des chrétiens qui ont agi contre l'esclavage. Et ils sont nombreux. Et souvent, on ne les connaît pas. Et souvent, l'histoire les a oubliés, volontairement ou involontairement. Je pense à Épiphane de Moiran, à Francisco José de Jacquard, et puis à Mère Anne-Marie Javoué en Guyane. Bon, et on prend l'exemple d'Épiphane de Moiran, eh bien, un moine capucin qui a demandé l'abolition immédiate de l'esclavage et la réparation également, plus de 100 ans avant la Révolution française. Est-ce que ces positions-là, justement, contre l'esclavage, ne sont pas plus des positions, j'allais dire,
très minime par rapport à ce qu'a retenu l'histoire, qui, vous le disiez, souvent l'Église est pointée du doigt parce qu'elle ne s'est pas forcément, elle n'a pas forcément lutté contre l'esclavage. C'est manifeste que la doctrine de l'Église a été toujours de condamner l'esclavage. Et, récemment, le 30 mars 2023, eh bien, le dicastère pour la culture et l'éducation et le dicastère pour le service du développement intégral humain a rappelé que eh bien, la doctrine de la découverte qui disait que eh bien, on pouvait spolier les peuples qu'on découvrait même parce qu'ils n'étaient pas chrétiens. Eh bien, le pape François rappelle que cette doctrine de la découverte ne fait pas partie eh bien, de l'enseignement de l'Église. Et c'est un acte fort qu'un pape dise que, voilà, il y a certainement des attitudes que des chrétiens ont eues dans le passé et voilà, il les condamne fortement. Et Jean-Paul II a posé un acte fort en 1992 à l'île de Gorée, au Sénégal, lorsqu'il a demandé pardon pour pas seulement les chrétiens, mais l'humanité, pour tous ceux qui dans l'humanité, eh bien, ont mis en esclavage leurs frères. Et ça a été un acte fort. Là, maintenant, le diocèse de Martinique s'implique dans ce souvenir, dans ce devoir de mémoire. Qu'est-ce que vous mettez en place pour commémorer l'abolition de l'esclavage dans le diocèse? Eh bien, ce qui est mis en place, il y a un parcours de mémoire. Il y a un parcours de mémoire et chaque année, personnellement, sur ma paroisse, il y a bien sûr des messes, et puis également, il y a cette marche au flambeau, là, qui est pour moi le 21 mai, pour d'autres paroisses. Donc cette année, ça a été le 13 mai, pour marcher sur les traces, là où les esclaves ont vécu, là où ils ont travaillé, pour rappeler pas seulement leur souffrance, mais pour dire que, eh bien, il nous faut prier, pas seulement pour le passé, mais pour que nous puissions dépasser cette histoire, guérir, et puis vivre ensemble, se projeter dans l'avenir, parce que l'essentiel pour nous, eh bien, c'est nous dire, mais que faisons-nous de cette histoire? Merci beaucoup. On retiendra évidemment ce message d'espérance. Merci, Père Benjamin François Augrain. Je rappelle que vous êtes prêtre de la paroisse de Rivière-Salée. Et puis, ce souvenir passe aussi dans nos territoires par la danse. Le moringue à La Réunion, vous nous faites un petit pas. Non, allez. Quand vous allez voir le sujet, vous allez comprendre pourquoi je ne le fais pas. Le moringue, on va aller à La Réunion. C'est un héritage des esclaves venus du Mozambique et de Madagascar. Exactement. On a rencontré David. Donc David, il est professeur de moringue, justement. C'est une danse combat, un peu comme la capoeira au Brésil. Et à La Réunion, elle se danse au rythme du maloya. Muriel, est-ce que vous connaissez le maloya? Je crois en avoir des... Mais dites-moi. On va plutôt écouter, du coup. Alors, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, maloya, ça vient du malgache, maloya ao, qui signifie parler. Cette expression passait aussi par la danse avec le moringue. Il a été prohibé par l'administration française jusque dans les années 60 parce qu'on le considérait, avec le maloya, comme violent. Petit à petit, les jeunes générations se sont emparées à nouveau de ces rythmes et de ces danses ancestrales pour se souvenir de l'esclavage. Une fédération française de moringue a même été créée en 1997. Et le meilleur pour en parler, c'est David. Alors, comment la culture s'est-elle saisie de la mémoire pour mieux se souvenir de l'esclavage et comment transmettre cette histoire aux plus jeunes d'entre nous? Reportage d'Aurélie Constant et Didier Richard. Anthony, il est trop loin. Rapproche. Faut absolument rapproche. Envoyez. On commence le moringue en 1998. Ce que je me souviens, c'est que le moringue était pratiqué par la population des ancêtres, des enfants d'esclaves. Comme nous, nous descendants d'esclaves,
Derrière moi, c'est des descendants d'esclaves. À La Réunion, que ce soit blanc ou noir, on est tous descendants d'esclaves. Grâce à nos ancêtres, aujourd'hui, on est devenus des hommes. Le moringue, c'est une prise de conscience que grâce à la culture, grâce au sang coulé, aujourd'hui, on est des hommes. Et maintenant, on doit transmettre tout ça au monde entier. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier l'histoire. On a pris conscience que on a aussi la relation avec les ancêtres, parce qu'il fallait faire le moringue. Salut. C'est bon? Alors, on applaudit à nous, bien travail. C'est bon. On rentre à zot bien, on repose à zot bien. En bas, Maza. Regardez un coup ça, hein? T'es bien, nous gardons le travail, là. L'expo est là? Elle est dans l'armoire. On récupère l'expo, au moins nous place ali. Aujourd'hui, à l'association, là, on travaille sur les différents projets qu'il y a avec le comité, là, avec le comité, avec David Mazagran. Donc là, on travaille sur la journée qu'il organise, Challenge Coq d'Or, ce qui va réunir les meilleurs moringueurs de chaque club. C'est pour ça là, on prépare les expos sur les différents cousins du moringue, pour que les jeunes, quand ils arrivent, ils voient aussi, il n'y a pas que le moringue. Mon rôle, c'est d'enseigner, de transmettre à tous les membres de l'association et aussi participer aux manifestations que le comité organise. Le devoir de mémoire, pour moi, c'est très important parce que, comme on dit, le hasard n'existe pas. On a rencontré les Malgaches, on a rencontré les Maoris, on a rencontré les Martiniquais, les Brésiliens et même les Chéchélois. On a rencontré tous les pratiquants, on a échangé avec eux. On n'a pas le même langage, mais on a la même histoire en fait. Ce n'est pas seulement danse moringue, c'est aussi aller connaître partout dans le monde c'est qui notre bonnes ancêtres, où ça nous sort. C'est quand on connaît où ça sort, on connaît où ça va. Un arbre sans racines, il ne donne pas de fruits. Papa, viens voir une petite là, s'il te plaît. Quoi fait? Pour travailler sur le deuxième livre moringue. On n'a jamais initié Rika au moringue, c'est elle qui est venue. Et puis ressortie, elle a fait pendant 10 ans championnat Réunion. Moi, de mon part à moi, c'était plus technique. Combat, spectacle. Et Rika, nouvelle génération, c'est plus intellectualiser le moringue, donc à travers les écrits. Donc, c'est bien. Le moringue, c'est un souvenir dans le sens où nous remémore à nous ce que ces esclaves-là, nos ancêtres, ce que l'a fait pour nous. Mais c'est aussi le futur parce que c'est... aujourd'hui, on peut passer des diplômes dans le moringue, on peut travailler en fait dans le moringue et c'est tout simplement notre identité. La relève est assurée avec Erika et aussi avec toute la jeunesse qu'Erika va ramener avec elle. Ouais. Et nous venons de le voir, ce souvenir de l'esclavage passe par la danse, par la peinture et plus largement par toute forme d'art. Et la musique a joué un rôle important, déterminant même, grâce au Negro Spiritual. J'ai essayé de ne pas le trop faire à l'anglaise. Mais... Non, c'est très bien. Ce type de musique, alors, il naît dans les communautés protestantes des États-Unis après la guerre de sécession qui oppose le Nord et le Sud, notamment sur la question de l'abolition de l'esclavage. Et qu'est-ce qu'exprime cette musique? Alors, le but, alors déjà, elle vient des champs de travail dans les champs de coton, donc entonnés par les esclaves, et très vite, elle a été adoptée par les premières églises noires où les paroles de ces chants s'appuient notamment sur l'Ancien Testament avec le livre de l'Exode. On voit ici Moïse et les tables de la loi. Donc on reprend l'épisode biblique de libération du peuple hébreu mis en esclavage en Égypte et délivré par Moïse. D'accord, mais à quoi elle sert cette musique finalement? Alors le but, c'est de faire catharsis, donc de libérer les émotions négatives ressenties évidemment par les esclaves pendant cette période d'oppression. Les esclavagistes empêchaient l'expression de l'identité africaine des esclaves et ont utilisé l'enseignement moral de la religion pour en faire un outil de tranquillisation au départ. Ils ne se doutaient pas que la ressemblance de l'histoire de l'Exode avec celle que vivaient nos ancêtres les conduirait surtout à tenir bon, à résister et finalement à se libérer. Oui, finalement, ils se sont appropriés cette musique. Exactement. Et comment cette musique continue encore aujourd'hui à nous aider à nous souvenir? Alors, les Negro Spirituals, finalement, c'est une source et une racine principale de plein de grandes musiques populaires. Le jazz, par exemple. Écoutez, Muriel. Oh, musique. Let my people go. Voilà. Yeah.
C'est donc Louis Armstrong qu'on ne présente plus. Il chante « Let my people go », donc « Laisse mon peuple partir ». C'est la phrase que dit Moïse à Pharaon. Encore aujourd'hui, R&B, rock, soul et jusqu'au reggae et au rap puisent leurs racines dans la musique noire américaine des Negro Spirituals. Et je suis sûre forcément qu'il y a d'autres exemples en Outre-mer. Complètement. Et pour parler de ça, je voulais vous citer l'exemple de l'Académie du Ka. Alors déjà, le Ka, regardez... Le Ka, c'est le tambour, c'est ça? C'est ce tambour guadeloupéen, aussi issu de l'histoire de nos ancêtres mis en esclavage. Il fait son entrée dans l'église en 1999. Regardez, c'est au même moment. Ici, à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul à Pointe-à-Pitre, c'est l'année du 151e anniversaire de l'esclavage. C'est la première fois qu'on célèbre une messe en créole à l'intention des ancêtres. Aujourd'hui encore, à travers l'association Mon Corps pour prier, par la danse et par la musique, les chrétiens peuvent se souvenir de leurs racines au sein même de l'Église. En résumé, ce souvenir de l'esclavage est aussi passé par les arts, et en particulier par la musique, l'un des moyens les plus accessibles pour permettre à tous d'honorer l'héritage de nos ancêtres. Cet héritage est aujourd'hui plus présent que jamais dans la musique contemporaine. Merci Aurélie. Et si vous souhaitez vous documenter, découvrez l'histoire d'Ulysse alias Kaf Labou. Grâce à ce livre, à cette bande dessinée de Denis Vierge, il raconte comment Kaf Labou se révolte contre sa condition d'esclave. Il est devenu un maronte, donc ce sont ces affranchis volontaires qui se réfugient sur les hauteurs de l'île de la Réunion pour échapper à la mort. Cette bande dessinée est très documentée et elle est à retrouver aux éditions des Bulles dans l'océan. Autre histoire à découvrir, vous la connaissez sûrement, celle de l'esclave Joséphine Bakita. Vous ne la connaissez pas? Eh bien, à peine âgée de 6 ans, elle est arrachée à ses parents dans le Sud-Soudan en Afrique. Malgré les conditions très compliquées, de nombreux sévices, elle a su garder l'espérance. Un documentaire lui est consacré et donc à découvrir sur le site du Jour du Seigneur. Et vous, quels outils avez-vous trouvé pour vous souvenir de cette mémoire? Ne pas oublier l'histoire de nos ancêtres. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Alors pour moi, Muriel, ce souvenir, c'est aussi passé par la recherche. Donc, je vais vous montrer juste ici, j'ai retrouvé l'acte d'affranchissement de la première de mes ancêtres. C'est génial. Ouais. À être née à La Réunion, donc Émilie, créole, âgée de 12 ans. Il y a juste une ligne qui lui est consacrée, Il y a juste une ligne, en plus un peu difficile à déchiffrer, mais ça a été très, très important pour moi. Et si les téléspectateurs, ou même moi, on veut avoir accès à ce type de documents, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez, on a la chance aujourd'hui, parce que les archives départementales de tous nos territoires ont numérisé tous ces documents, tous ces actes d'affranchissement, donc vous pourrez découvrir votre histoire en tapant un petit peu sur Internet. Bon, ben on ira découvrir ça. Et puis, on n'y pense pas forcément, mais pour découvrir notre histoire, pourquoi ne pas interroger vos grands-parents ou aïeux? Pourquoi? Eh bien parce qu'on oublie souvent de les interroger et ce sont des pépites de véritables bibliothèques vivantes. Vous entendez, on finit sur des notes de Maloya quand même. Ça Obligé. veut tout dire. On a de quoi se souvenir. On vous laisse avec cette musique. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Papa, hirondelle vole en l'air. Papa, hirondelle vole en l'air. Papa, hirondelle vole en l'air. Papa, hirondelle vole en l'air.